Alors aujourd'hui, deuxième vidéo où je vous parle d'un de mes tatouages plus en profondeur, donc vous expliquer aussi comment est-ce qu'il a été fait et en plus vous expliquer la thématique derrière. Je vous mets la première vidéo ici, c'est la dernière que j'avais postée et bah, c'est parti. J'ai décidé de pas faire tout ça dans l'ordre, dans le sens où c'est pas mon deuxième tatouage, alors que la première vidéo que je vous avais faite c'était mon premier tatouage que... Enfin c'est le premier tatouage que j'avais eu, sauf que là c'est le dernier que j'ai eu. Je vous mets une photo ici, c'est celui sur mon bras. Évidemment la seule fois où je me mets en mancheron on ne le voit pas, c'est celui-ci, donc celui avec les visages. Je considère que la ligne plus les visages sont deux tatouages différents, je les ai fait en même temps avec la même artiste, mais je les considère comme deux tatouages complètement différents parce qu'en plus celui-ci est un flash que l'artiste qui l'a fait, donc qui est Holy Moly Tats sur Instagram. C'est du coup un de ses flashs, et alors que la ligne c'est moi on va dire qui a eu l'idée, même si quelle idée artistique de juste faire une ligne, c'était vraiment mon idée quoi. Du coup c'est pas le deuxième tatouage que je me suis fait, c'est le dernier, donc c'est-à-dire le 6 ou 7ème, un truc comme ça. Et du coup comme j'ai dit il a été fait par Holy Moly Tats sur Instagram, qui est une artiste russe, enfin une tattoo artiste russe qui a déménagé à Paris, et ses designs, je suis tombée amoureuse. Enfin c'est vraiment, je les aime tellement. C'est pas mes seuls tatouages d'elle, d'ailleurs j'en ai 4 en tout qui viennent d'elle, donc vraiment c'est un style que j'aime particulièrement. Et en plus c'est du hand poke, donc comme je vous avais dit le premier tatouage que je m'étais fait il était à la machine et ça m'a fait grave mal. Et là le hand poke je ne sens pratiquement rien, enfin c'est pas que je sens rien, c'est que ça fait pas mal du tout en fait, alors que encore une fois je suis une personne très douillette et bah, j'aurais cru que même si c'était du hand poke ça me ferait quand même mal, me connaissant. La douleur je la noterais un 1 sur 10 et le 1 c'est juste parce qu'on sent un peu quelque chose quand même qui nous tapote, mais je dirais que la sensation c'est comme si vous preniez une aiguille et que vous tapotiez vite fait votre peau, et encore je pense qu'une aiguille à couture ça ferait plus mal que le hand poke, donc enfin vraiment c'est quelque chose que je conseille parce qu'en plus apparemment ça abîme moins la peau. Après je ne fais pas de hand poke ou de tatouage ou quoi, mais qu'il y a des techniques qu'on peut faire à la machine mais qu'on peut pas faire au hand poke, ou je sais plus si c'était l'inverse, mais enfin voilà, donc du coup je pense que c'est juste ça la différence aussi, mais en soi le hand poke je trouve ça super stylé, on peut faire vachement de choses, vachement de styles différents, et bref ça ne m'a pas fait mal du tout, donc vraiment 1 sur 10. Par contre l'expérience 10 sur 10, et du coup comme j'ai dit c'était un flash, et quand je l'ai vu je suis directement tombée amoureuse, donc c'est vraiment un coup de cœur. J'avais pas du tout comme idée de me faire tatouer un tatouage qui a non seulement cette thématique mais qui en plus ressemble à ça, ou même j'avais même pas pensé à cet emplacement là en particulier. Enfin c'est vraiment un tatouage qui a été juste un coup de cœur sur le moment. Et en plus en dessous du flash elle a marqué All your emotions are important, et du coup bah, en plus ça m'a d'autant plus parlé parce que pour décrypter, bon je pense que ça se voit un petit peu, mais en gros chaque visage a une émotion, c'est-à-dire que lui il est content, lui il est triste, et en plus, oh la blague, c'est que j'ai demandé le tatouage, je me le suis fait tatouer, et c'est que pendant le tatouage que je me suis rendu compte que ça là, c'était une larme en fait. Bref, c'est vraiment que j'en ai rien à faire de ce que je me tatoue. Et lui il est du coup en colère. Mais du coup le fait que déjà je le trouve super beau et qu'en plus elle ait écrit ça en dessous, ça m'a grave parlé d'un seul coup. Et bah du coup la thématique de la vidéo d'aujourd'hui c'est sur les émotions, donc comment ressentir ces émotions et comment on va dire mieux les gérer. Et déjà si vous n'avez jamais regardé d'autres vidéos sur ma chaîne, vous ne le savez pas, quoique peut-être que ça doit se voir, je suis une personne extrêmement sensible et émotive, donc ça veut dire que moi vraiment les émotions c'est H24, toutes mes réactions sont, oula, mes réactions sont un peu basées aussi sur mes émotions, enfin je suis un peu terre à terre quand même, j'ai quand même un côté réaliste chez moi, mais très souvent je suis un peu dans les airs, je suis là à ressentir plein de choses, à juste baser ma vie sur qu'est-ce que je ressens et prendre mes décisions sur ce que je ressens, à contrario de prendre mes décisions sur la logique de ce que je dois faire. Donc moi les émotions c'est quelque chose qui régit vraiment ma vie, et pendant longtemps je considérais que c'était pas bien de ma part d'être comme ça, parce que je me suis dit bah quand t'es trop guidé par des émotions t'es malheureux, ou sinon ça veut dire que ton esprit c'est un chaos et que vraiment t'es pas clair comme personne, etc. Je pense qu'il y a un peu de tout ça, sauf que c'est pas forcément négatif. Moi j'associe beaucoup mes émotions à quelque chose de très négatif, alors qu'aujourd'hui, en apprenant à mieux les comprendre, à mieux les gérer et à mieux savoir pourquoi je ressens telle ou telle émotion,
ça m'aide vachement à plus m'accepter parce qu'en plus en tant que personne émotive je peux pas du jour au lendemain me demander de plus jamais rien ressentir et d'être un cœur de pierre et de plus jamais pleurer. Je pense que ce serait impossible de demander ça à quelqu'un, tout comme ce serait impossible de demander à quelqu'un qui de base est assez calme vis-à-vis de ses émotions d'un coup exploser. Enfin je pense que des deux côtés c'est compliqué quand c'est pas notre personnalité et quand c'est pas quelque chose auquel on a été habitué. Et donc du coup je me dis, si je suis destinée à être comme ça toute ma vie, parce que c'est ma personnalité, c'est qui je suis, autant arriver à la gérer et à l'apprécier et à la valoriser plutôt que de H24 dès que je commence à pleurer ou dès que je commence à être vulnérable ou émotive, de directement me fermer ma grosse bouche. Avec mon amie Lucie, on a fait une vidéo dessus que je vous mets ici, donc où on parlait du fait d'être trop sensible, trop émotive et toutes les stigmatisations qui vont avec, donc vraiment... si vous vous considérez vous aussi comme une personne sensible et que vous avez du mal à apprécier cette partie de vous, je vous conseille de regarder cette vidéo parce qu'en tant que deux grosses sensibles, on a pu en parler. Et pour continuer sur ma vision des émotions, faut savoir que moi, je suis une personne qui intellectualise beaucoup tout dans ma vie. Vu qu'en plus je suis une fan de développement personnel, etc., j'ai tendance à vraiment que penser à mes émotions viennent de là. Et voilà, du coup c'est pas rationnel de penser ça comme ça parce que ça vient de tes traumas, etc., etc. Et je commence à tout intellectualiser tout le temps. C'est que récemment que j'ai compris que faire ça m'empêchait de vraiment les ressentir, alors que pour qu'une émotion puisse passer, il faut la ressentir. Parce que j'avais la tendance à tout le temps juste me renfermer à mes émotions ou en avoir super peur. C'est-à-dire que j'allais me dire oh cette situation va m'apporter un peu de tristesse, ou elle va m'apporter de la colère, ou elle va m'apporter de la jalousie, etc. Donc du coup je fuis, je ne veux pas ressentir ça, donc je vais tout faire pour pas la ressentir, sauf que dans la vie c'est inévitable, même si on ne veut jamais être triste, parce que qui voudrait volontairement être triste, hein, même si on ne veut jamais être triste, ça veut pas dire qu'on va jamais ressentir la tristesse, parce qu'il y a des choses dans la vie qui nous font être tristes, et on peut pas fuir nos émotions toute notre vie, parce que on est des humains, et les humains... La base même des humains, c'est d'avoir une conscience et de ressentir tout ça. Mais du coup, moi j'avais vraiment pris cette habitude d'intellectualiser ou sinon de fuir toutes mes émotions par peur de les ressentir vraiment, et je m'en rendais vraiment pas compte. Enfin, ça c'est vraiment quelque chose qu'on fait inconsciemment vis-à-vis de notre passé, notre histoire, etc. C'est pas du tout volontaire, mais c'était comme ça que je l'ai vécu. Et je pensais vraiment aussi que de décrypter toutes mes émotions et de vraiment juste... trouver un sens à mes émotions, je pensais que c'était ça la solution et que c'était ça qui faisait que je ressentais mes émotions. Sauf que pas vraiment. Après je tiens à dire que c'est vraiment trop cool de vraiment savoir d'où viennent nos émotions et d'y réfléchir en soi pour guérir de ce trauma, pour savoir d'où ça vient, etc. Et c'est un travail qu'on fait avec les psys en général, donc c'est un truc que je vous conseille vraiment si ça vous parle et si ça vous appelle à ce moment-là de votre vie, d'aller voir un psy pour parler vraiment des émotions, parce que c'est tellement propre à chacun, enfin, c'est tellement subjectif comme travail que c'est mieux de le faire avec un psy qui vous connaît et qui sait pourquoi vous pensez telle ou telle chose, et enfin voilà, bref. Ça c'était ma petite parenthèse, allez tous chez un psy, parce qu'en plus tout ça, moi c'était chez la psy que j'ai pu me rendre compte, et je pense que ça aurait été ça aurait pris beaucoup de temps, ou peut-être que je me serais jamais rendu compte si j'étais jamais allée voir une psy. Mais du coup, oui, c'est très bien de se rendre compte d'où viennent nos émotions, parce que ça commence là en soi, parce que c'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui nous fait nous rendre compte des choses, et quand on se rend compte des choses, on avance plus facilement que d'avancer aveuglement en sachant pas pourquoi est-ce qu'on est aussi triste, en sachant pas pourquoi on est autant en colère et pourquoi est-ce que telle ou telle situation nous a autant atteint alors que peut-être que ça aurait pas autant atteint quelqu'un d'autre. J'aime beaucoup aussi la phrase « Quand la réaction est hystérique, ça veut dire que le problème est historique ». Et ça veut dire qu'en gros, quand on surréagit ou qu'on a l'impression de surréagir comparé aux autres ou comparé à la situation qui finalement n'est pas aussi grave que ce qu'on en a fait dans notre tête, ça veut dire que ça découle de notre passé. Soit un trauma, soit juste quelque chose qui s'est passé qui n'est pas forcément un traumatisme, mais en général ça découle de quelque chose qui nous a vraiment touché dans notre passé. Et c'est pour ça qu'on a une surréaction, parce qu'on veut pas que telle ou telle chose se reproduise, ou on sent qu'on en est proche, ou que la situation y ressemble, et qu'on commence à paniquer parce qu'on veut pas en fait s'en rapprocher. Et du coup, dans ces moments-là, c'est très bien de juste se dire voilà pourquoi est-ce que j'ai cette émotion qui est disproportionnée. Et encore une fois, disproportionnée vis-à-vis des autres, mais pas disproportionnée vis-à-vis de vous, parce que vous avez le droit de ressentir, enfin de surréagir quand vraiment vous avez vécu un truc dans votre passé qui vous a traumatisé, quoi. C'est totalement normal. Maintenant, j'ai toujours cru, encore une fois, que penser comme ça, juste me dire
ah mais c'est parce qu'il s'est passé ça dans mon passé que je ressens ça, ok c'est bon, je suis plus triste, ou je suis plus en colère, ou je suis plus jalouse, alors que bah finalement c'est encore là, et je l'ai pas vraiment ressenti pour de vrai l'émotion, et elle est pas du coup passée, vu que je l'ai pas ressenti et que j'ai grave du mal à la ressentir. Et sur TikTok, d'ailleurs je vais faire une vidéo sur suivre les conseils TikTok, oui ou non, enfin voilà, bref, ça sera sûrement la prochaine vidéo, mais là c'est un conseil qui m'a vraiment parlé, mais sur TikTok j'ai entendu un conseil qui disait que pour ressentir ses émotions, parce que bah, c'est très facile en fait de juste dire ressentez vos émotions, sauf que bah oui mais comment on fait, enfin c'est quelle action qu'on peut prendre pour ressentir l'émotion, parce que c'est quand même très très vague quand je vous dis juste ressentez vos émotions et ça va passer. Mais du coup sur TikTok je suis tombée sur le conseil qui disait qu'il fallait s'asseoir avec ses émotions, c'est-à-dire de se stopper un moment, donc de pas se distraire aussi, se stopper, verbaliser le fait que je ressens ça, mais pas l'intellectualiser en disant je ressens ça parce que nanana nanana, juste dire je me sens triste. Et sentir dans votre corps où se situe cette tristesse, parce qu'il y a toujours quelque chose de lourd quand on commence à ressentir une émotion si forte. Elle peut être dans votre estomac, dans vos bras, dans votre tête, enfin vraiment vous ressentez quelque chose dans votre corps qui vous parle et qui est lourd, et vous dire ok je la ressens là, et de toucher cette partie du corps et de vous rassurer vous-même en fait, de vous dire je suis là pour toi, je comprends ce que tu ressens. Et quand j'ai vu ce TikTok au début j'étais en mode c'est super hein, mais je pense pas que je vais réussir à le faire, enfin il y a un truc de quand t'es dans tes pensées etc, c'est trop dur de t'en détacher et de savoir même quand te poser, c'est très dur parce que quand t'es tellement dans tes émotions, t'es tellement en panique que de te dire je vais me poser, ça te vient même pas à l'esprit des fois. Mais juste hier, donc vraiment hier, c'était la première fois que j'avais ressenti mes émotions, j'ai l'impression. La première fois. Pour vous expliquer ce qui s'est passé. J'étais en train de faire ma vie tranquille, et là je vois quelque chose qui me fait extrêmement mal au cœur. C'était quelque chose qui d'un coup m'a rendu extrêmement mal, et vous savez très bien ce sentiment, surtout quand on est une personne très anxieuse ou encore une fois qui ressent beaucoup d'émotions, ce côté de oh j'ai vu quelque chose, ça me brise le cœur, et d'un côté je sais pas quoi en faire, du coup je suis juste mal et je me pose 3000 questions et je commence à overthink tout dans ma vie et tout vis-à-vis de ce que j'ai vu, et je commence à me dévaloriser aussi parce qu'il faut savoir que ce que j'ai vu c'est quelque chose en fonction de quelqu'un d'autre, donc c'était vraiment quelque chose qui m'a fait mal, et ce sentiment est beaucoup trop familier, et si vous aussi vous ressentez souvent ça, vous savez à quel point c'est horrible et à quel point vous avez l'impression que vous allez jamais en sortir, et c'est genre un étouffement super super intense. Et vous, encore une fois, vous overthinkez tout, et du coup vous vous emmenez vous-même dans le bas-fond de votre esprit. Donc vraiment là vous êtes dans un endroit dark et vous avez l'impression de vous noyer et que vous n'arrivez plus à en ressortir, et que vous allez pas en ressortir tout simplement, alors que ça c'est faux hein, évidemment. Mais c'est le ressenti que vous avez à ces moments-là, et c'est celui que j'avais eu hier. Dès que je l'ai ressenti, en fait j'ai détesté ce sentiment parce que je l'ai trop ressenti dans ma vie. Je l'ai tellement détesté que j'ai éteint mon téléphone, j'ai fermé mon téléphone et je me suis posée à regarder le vide, et je me suis dit je déteste ce sentiment et je sais trop bien ce que c'est. Je le connais trop par cœur, je sais exactement ce que je vais commencer à faire, et ça m'énerve que je vais commencer à ressentir ça. Et après j'ai commencé par habitude en fait à intellectualiser. J'étais en train de me dire oui mais là ce que tu ressens c'est pas rationnel parce que t'es censé être passé au-dessus de ça. Regarde ce que t'avais dit à ce moment-là, écoute-toi, etc. Sauf que tout ça, c'est un peu du gaslighting en soi. C'est une manière de te dire que t'es comme si tes émotions n'étaient pas légitimes. Alors qu'elles le sont. De me dire tout le temps, c'est pas rationnel de ressentir ça, ça m'a pas aidé. Parce que ça m'a juste me fait sentir comme de la merde d'être triste vis-à-vis de cette situation, alors que j'avais le droit d'en être triste vis-à-vis de ce que j'avais vécu, etc. Et je sais que quand j'ai commencé à intellectualiser, la première chose que je me suis dite, c'est qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de ressentir ça? Je veux plus en fait ressentir ça, j'en peux plus de tout le temps ressentir ce sentiment d'oppression et d'émotion trop intense pour quelque chose qui est si pas significatif, pardon. Et du coup après, au lieu d'intellectualiser, j'ai commencé à respirer et à me dire justement où est-ce que dans mon corps là je sens cette lourdeur. Et c'était dans mon ventre et dans mes bras, donc vraiment genre tout, ma poitrine, tout, j'ai commencé à sentir une sorte de picotement ou de lourdeur. J'ai commencé à me toucher en fait, comme si, vous savez, comme vous ferez à une pote, vous la caresserez comme ça, ou genre vraiment ce côté de je suis là, et j'ai commencé à vraiment me toucher
et à me dire, la première chose que je me suis dit c'est je suis tellement désolée que tu ressentes ça. Je suis extrêmement désolée pour toi. Et c'est pas en mode tu me fais pitié, hein, c'est vraiment je suis désolée que t'aies vécu ça dans ton passé et que ça te fasse ressentir tout ça aujourd'hui et que tu sois en train de ressentir ça en fait, c'est horrible. Et j'étais vraiment en train de compatir en fait avec moi-même. Et ça, dès que je l'ai fait, j'ai ressenti un soulagement énorme, mais genre énorme. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression que c'était la toute première fois de ma vie entière, mais entière, que je ressentais vraiment mes émotions. Et que j'étais pas là juste à me dire ferme ta gueule de ressentir ça. Là, j'étais vraiment en train, pour la première fois, de ressentir ce que j'étais en train de ressentir. Et ce que je ressentais sur le moment, c'était de la tristesse et de la jalousie. Du coup, bah aussi de verbaliser ça, de dire je me sens extrêmement jalouse là, ou je me sens extrêmement triste de la situation et ça me fait me sentir mal, et après de me répondre et de me dire je sais et j'en suis vraiment désolée. Au lieu de juste me dire mais t'es conne de ressentir ça, c'est pas logique. Bah là, j'ai vraiment été de mon côté, on va dire, et d'être de son propre côté, ça change tout en soi. Parce que ça vous valorise, on va dire. Donc dans des moments où de base vous vous valorisez pas du tout, là ça change tout d'être de votre propre côté. Et aussi surtout de ne pas attendre que quelqu'un d'autre le soit pour vous. Parce que je sais qu'avant dans ces moments-là, mon réflexe, ça aurait été directement soit d'appeler une pote ou d'envoyer un message, ou je sais pas, de chercher chez quelqu'un d'autre ce genre de réconfort, etc. Alors que là, je me suis pas vraiment laissé ce choix-là. Je me suis dit non, tu vas pour la première fois vraiment t'asseoir avec ce sentiment. C'était hyper inconfortable aussi, hein, ça, c'est inévitable que s'asseoir avec ces sentiments négatifs, c'est vraiment pas fun. Par contre, je pense que c'est en passant par des moments inconfortables comme ça que on peut vraiment se dire qu'on est passé au-dessus. Parce qu'au moins ça montre qu'on l'a pas fui pour une fois et qu'on y a vraiment fait face. Pour le coup, après l'émotion elle est passée en genre 10 minutes et j'étais extrêmement surprise que ça ait marché parce que honnêtement, quand j'ai vu le TikTok, je me suis dit oh, ça serait cool d'essayer, hein. Mais après quand je l'ai vraiment fait, au début j'y croyais même pas, je me disais bon je vais le faire parce que là je suis un peu désespérée, je sais plus trop quoi faire quoi. Et ça a tellement fonctionné, de ne pas intellectualiser tout et de ne pas non plus fuir et dire non je ressens rien, et aussi de ne pas non plus nourrir encore plus ces traumas on va dire en continuant à overthink tout. Parce que je pense que si j'avais pas fait ça, ce que j'aurais fait c'est que je me serais noyée encore une fois dans un puits de pensée et tout, où je me serais pas arrêtée en fait de me dire de me poser tellement de questions pas nécessaires en pensant que c'est ça qui allait faire passer la chose, en juste commençant à surréfléchir à tout et à tout suranalyser aussi. J'aurais cru que c'est ça qui m'aurait aidé parce que c'est ça que j'ai toujours fait. Alors que là, le fait de m'être stoppée directement dès que j'ai commencé à surréfléchir et à ne même pas me laisser le choix de surréfléchir, et bah ça a un peu tout changé parce que j'ai encore une fois fait passer tout ça en 10 minutes. Et c'est vraiment passé. Et après ça veut pas dire que ça va pas revenir et que je vais pas ressentir ce sentiment d'ici quelques temps, parce que c'est pas si facile que ça hein, de passer au-dessus des choses qu'on avait l'habitude de ressentir avant. Mais au moins on va dire que j'ai trouvé un moyen de mieux ressentir la chose, et donc du coup je l'appréhende moins aussi pour les prochaines fois, vu que là j'ai vu que ça pouvait passer et que il s'était rien passé de grave, enfin, genre je suis pas morte. Et je pense que dans les moments où on ressent des émotions très fortes, encore une fois c'est dû à notre passé, etc. Et je sais que pour moi dans mon passé, du coup si j'ai ressenti des choses négatives, etc., on m'avait jamais vraiment calmée, on va dire, dans ces émotions. Que ce soit moi ou les autres, on ne m'a jamais vraiment calmée comme j'aurais voulu qu'on me calme, etc. C'est que hier du coup que j'ai compris qu'en fait je pouvais me calmer toute seule en soi, me dire ce que j'aurais voulu qu'on me dise en tant que petite fille. Enfin par exemple quand vous commencez à vous dire je suis là, etc., je suis désolée, je comprends, je pense que dans ces moments là c'est
ce que la petite vous ou le petit vous aurait aimé entendre tout simplement, et ça aurait directement rassuré, on va dire, votre enfant intérieur. Et c'est ça qui fait que vous pouvez passer au-dessus au lieu de juste ne pas écouter l'enfant intérieur qui commence à être pas bien et à vous appeler, etc. De fuir, ça va que juste faire en sorte que vous allez encore moins vous faire confiance. J'avais vu une vidéo sur Instagram aussi qui disait que une personne avait commencé à parler à son soi intérieur, donc à son enfant intérieur, et ce que son enfant intérieur lui a dit c'était « je ne te fais pas confiance, je ne te fais plus confiance ». Et c'est normal, parce que cette personne, comme je pense pratiquement nous tous, on a tous passé des années de notre vie à juste ne pas s'écouter. Dès qu'on ressentait des émotions fortes, à juste se dire non, ferme-la, c'est pas légitime, enfin t'es pas légitime de ressentir ça. Et on s'est juste laissé de côté pour en plus écouter davantage les autres. Et tout ça, c'est ça qui a fait qu'on perd confiance en nous et que nos émotions n'arrivent pas à les gérer, parce que juste on les gère comme des enfants en fait, littéralement. On est là à ressentir des choses mais on s'éteint et on ne s'écoute pas. Et donc naturellement on se fait des fois des petites crises, vraiment littéralement comme des enfants qui font un caprice. Que ce soit les enfants en général ou nos enfants intérieurs, dès qu'on commence à les écouter, ils vont se sentir aimés, ils vont se sentir valorisés et ils vont se sentir soutenus. Et du coup il n'y aura plus lieu à ce genre de caprice. Ça veut pas dire que vous allez plus ressentir aucune émotion et que vous allez devenir un corps de pierre, mais c'est une question de vous allez mieux gérer quand vous allez être triste. C'est un peu de comment on dit, autoparentation, enfin le fait de s'auto-parenter, voilà. Surtout quand en tant qu'enfant on a été négligé ou qu'il y a des choses qu'on a manqué, quoi. Et dans le livre de Jay Shetty, 8 Rules of Love, donc bon ça parle d'amour, etc., mais il y a des parties aussi sur naturellement le manque d'amour. Et ce livre, j'aimerais vous en parler plus en détail dans d'autres vidéos parce que, enfin, c'est devenu le livre de ma vie. Enfin vraiment, il est incroyable, je vous le conseille carrément. Il y a tellement d'outils pour aller mieux et tellement de réalisations dedans, alors que j'aurais pas cru. Je me serais dit qu'en vrai c'est un livre de moments sur l'amour, c'est bon, ça va être basique, en fait il va juste nous dire ce que tout le monde sait, mais en fait pas du tout. Mais du coup dans ce livre là, il a dit que tout ce qu'on a manqué en tant qu'enfant, ça devient des trous dans notre personne, ce qui est totalement logique. C'est juste des manques en fait qu'on a, et que ces manques on a toujours essayé de les faire combler par quelqu'un d'autre, donc en général par des amours, enfin des relations romantiques, et on attend toujours à ce que tout le monde vienne nous sauver et qu'ils viennent combler ces manques alors qu'on peut les combler nous-mêmes. Et au début quand j'avais lu ça, je me suis dit ça fait vachement sens hein, mais je sais pas comment faire. Comment juste se dire ok bah je manquais de ça, bah maintenant ok bah je me le donne, mais j'avais l'impression que c'était vraiment pas si simple, alors qu'en vrai c'est un petit peu aussi simple dans le sens où tant que vous réfléchissez bien, que vous prenez bien note de ce que vous avez manqué en tant qu'enfant, moi c'est ce que j'ai fait. Par exemple si vous vous êtes pas senti écouté par exemple en tant qu'enfant, et bah de vous dire après quelle action est-ce que je peux prendre moi-même pour me faire me sentir plus écoutée par moi-même. Donc vraiment tout recentrer sur vous, pas vous dire qu'est-ce que quelqu'un d'autre pourrait faire pour me faire sentir mieux, mais vraiment juste vous dire moi, qu'est-ce que je peux faire pour me faire sentir plus écoutée et pour moi-même en fait combler le vide que je ressens. Et dans ces moments-là, je pense que la solution ce serait de vous dire d'écouter vraiment vos propres opinions, de vraiment prendre en compte vos opinions et vos conseils. Par exemple, on est toujours trop fort pour donner des conseils à tout le monde, mais pour se les appliquer à nous-mêmes c'est super compliqué. Donc justement de commencer à appliquer ses propres conseils, ça va te prouver à toi-même que tu t'entends, que tu te fais confiance et que tu t'écoutes réellement et que ce que tu dis ça a de la valeur en soi. Et surtout bah, si t'as pas été écouté en grandissant, c'est un truc qui va casser cette croyance que tu ne mérites pas d'être écouté. Et grâce à tout ça, dans les moments où tu vas faire, on va dire, une sorte de crise émotionnelle, c'est là que tu sauras exactement quoi te dire parce que tu sais ce que tu as manqué en étant enfant, tu sais ce qu'on ne t'a pas dit, tu sais ce qui te ferait du bien à entendre. Et du coup, bah, c'est là que tes paroles vont beaucoup plus te toucher que si quelqu'un d'autre te le dirait. Parce que vous savez tout le sentiment de vous confier à quelqu'un et que le retour il soit pas comme vous l'aurez voulu. Et c'est pas de la faute de la personne, parce que la personne elle croit bien faire et elle veut vous aider, etc. Mais elle vous aide en fonction de ses propres problèmes, et en fonction de ses propres perspectives de la vie. Sauf que bah, vous, ça vous parle peut-être pas. Enfin, imaginez que vous allez voir quelqu'un en disant bah je viens de rompre avec mon partenaire, et qu'elle vous dit juste
oh mais vois le bon côté des choses, etc. Ça peut ne pas vous aider de vous dire ça. Alors que elle, ça l'aide de ouf dans sa vie de juste dire vois le bon côté des choses. Sauf que vous, ça vous parle pas. Et encore une fois, c'est pas la faute de l'autre personne, mais c'est juste que elle ne peut pas vous dire exactement ce que vous voulez entendre parce qu'il y a que vous qui pouvez vous dire ça, parce qu'il y a que vous qui connaissez vos manques et qui pouvez les combler. Ça va vous aider aussi à être beaucoup plus indépendant vis-à-vis de vos problèmes mentaux, et ça veut pas dire de ne pas demander de l'aide, parce que vraiment pour moi ça change tout d'avoir des amis à qui je peux vraiment me confier quand il y a besoin, et d'avoir une psy que je peux aller voir quand j'ai besoin, ça m'aide énormément. Mais c'est une question de pas directement, parce que comme je vous ai dit, dès qu'hier j'ai commencé à ressentir une émotion négative, mon instinct premier c'était de me dire oh je vais contacter mon ami pour en parler, pour décharger et pour on va dire fuir le fait de juste m'asseoir avec cette émotion. Alors que là, au moins, je me suis assise. Après, j'ai pu lui en parler et je l'ai contacté et on en a discuté et ça m'a fait doublement du bien, on va dire. Mais du coup, de pas directement juste vous dire je vais déposer tout ça sur l'épaule de quelqu'un et je vais m'attendre à ce que cette personne me sauve, entre guillemets. Mais en tout cas, le plus important, c'est de créer vous-même votre maison intérieure. Je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, ça, parce que je pense que c'est la chose la plus importante à faire dans une vie, c'est d'arriver à créer sa maison en soi-même et de pouvoir y retourner quand on s'y sent pas bien, au lieu de se dire que être seul ou être dans sa tête c'est horrible et qu'on veut pas faire ça et qu'on veut juste fuir avec d'autres personnes parce que nous-mêmes on est nés horribles et notre cerveau c'est un chaos, etc. Au contraire, de juste créer une maison en nous-mêmes qui est un safe place et qui est un temple sacré, on va dire, pour vraiment pouvoir y revenir quand on s'y sent pas bien et de pas se reposer sur tout le monde et de pas non plus se fuir constamment. Mais du coup, pour conclure cette vidéo, les choses les plus importantes à retenir, c'est que vos émotions sont importantes, d'où mon tatouage, la raison pour laquelle je me le suis fait tatouer, et qu'en plus il faut du coup vraiment les valoriser, les ressentir pleinement quand elles viennent, et tout ça c'est en s'autorisant à ressentir des émotions négatives et à ne pas les fuir. Vous dire que tant que vous êtes là pour vous-même, il n'y a rien qui peut vraiment mal se passer et que vous serez toujours rassuré par quelqu'un et cette personne ne sera que vous, et que ça sert à rien d'aller trop chercher à être rassuré par le monde entier. Encore une fois, ça veut pas dire ne pas demander de l'aide quand il faut, mais juste de pas dépendre que des autres et de vous dire que si vous-même vous vous dites je suis là pour toi, ça devrait suffire et ça devrait vous parler, au lieu de juste vous dire oui mais quand je me dis ça je le pense pas trop, c'est pas très important, je me dis ça comme ça parce qu'il faut que je me le dise mais je le crois pas quoi en gros. Alors que non, enfin croyez-vous vraiment quand vous dites ça et vous allez voir que ça va vraiment tout changer, enfin j'espère, parce que moi en soi c'est ce qui a vraiment tout changé. Et comme j'ai dit, vraiment c'était la première fois quand même de ma vie que j'avais l'impression de ressentir une émotion quand même, c'est très grave, enfin, ça montre à quel point on a tous, je pense, pris l'habitude de pas ressentir ces émotions. Avant aussi, dernière chose, c'est que je me disais que quand je pleurais par exemple, ça suffisait et c'est très bien hein, de pleurer, sauf que après, quand je pleurais, je me rassurais pas non plus. Je pleurais un peu, on va dire, dans le vide, et je pleurais en me disant je me sens comme une merde et je suis un peu une merde, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous pleurez mais que vous vous dites je suis désolée que tu ressentes ça, c'est horrible, je comprends, mais ça va aller mieux, etc. C'est là qu'il y a une différence. Et pour conclure sur le make-up, pour le coup, j'aimerais vous parler d'un produit que j'aurais cru vraiment aimer et qu'au final pas du tout, j'ai le seum. C'est Lip Maestro de Giorgio Armani. C'est trop bizarre parce que je vous ai déjà présenté l'autre, je sais même plus où il est tellement je le mets tout le temps. Celui qui est un peu rose, rosé, qui ressemble un peu à la couleur de mes lèvres, donc du coup qui se voit moins et qui en plus vieillit très très bien sur mes lèvres. L'autre je le trouve top et c'est la même formule parce que c'est le même, enfin c'est des Lip Maestro quoi. Sauf que là j'en ai genre 3 mini qui sont 3 dérivés de rouge. Bon là on dirait les mêmes avec ma luminosité, mais ils sont différents, c'est des rouges orangés. La couleur, enfin les couleurs je les trouve trop belles. C'est exactement les couleurs que je voulais, sauf que le problème c'est la tenue sur les lèvres, elle est trop bizarre. Déjà comme l'autre, comme le rosé, ça a un goût d'essence, enfin ça a une odeur d'essence qui est pas du tout agréable, mais en plus ça ne sèche pas sur les lèvres, ils sèchent pas du tout, ils vont garder cet aspect hyper brillant, mais du coup quand un rouge à lèvres est aussi brillant, naturellement il bouge. J'arrive pas à parler en même temps parce que j'en mets littéralement partout. Et je sais pas comment l'expliquer, la sensation sur la lèvre elle est aussi pas du tout agréable.
enfin, on sent qu'on a quelque chose sur la lèvre, on sent que ça bouge en fait, littéralement on sent que ça bouge. Et ça bouge hyper rapidement, genre vraiment. Et là je crois que j'ai refait la même erreur alors que je voulais pas faire cette erreur. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle je l'aime pas, c'est que pendant la journée c'est trop bizarre, il s'échappe des lèvres, il fait un effet trop chelou, genre là vous voyez bien c'est bien délimité etc. En plus j'ai mis un crayon et j'ai fait exprès de mettre un crayon parce que je veux tester de voir si avec un crayon ça va pas baver partout. Mais ce rouge à lèvres bave, genre c'est horrible, enfin, il va n'importe où et ça fait vraiment un effet dégueu. Et je suis dégoûtée parce que même en soi le fait qu'il reste brillant je trouve ça super beau et la couleur est vraiment trop belle. Et il est très bien pigmenté mais au bout de quelques heures ça va commencer à baver partout et du coup c'est ça qui fait que je le mets pas trop quoi, parce qu'en plus moi dans la journée j'ai souvent la flemme de me remettre du rouge à lèvres ou sinon j'y pense pas et j'aime pas de me dire que quand je parle ma bouche elle a un aspect dégueulasse, sauf que avec ça c'est limite obligatoire donc ça fait que je le mets pas souvent alors que j'en ai genre 3 et c'est trop bizarre que la texture est pas du tout la même. J'ai l'impression que le Lime Maestro rose beige, pas rose beige mais genre le rose poudré, c'est pas du tout la même chose. Et l'autre justement il vieillit super bien sur la bouche et il ne bave pas partout et limite il a un aspect mat quand il vieillit alors que lui il ne se matifie pas, enfin il reste archi brillant. Après ça se trouve c'est vraiment deux gammes différentes mais d'un côté c'est juste des Lime Maestro quoi, du coup je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il y aurait une si grande différence. Mais en tout cas heureusement que je les ai en mini et pas en énorme. Mais bon, j'en ai quand même 3, donc bon. Et aussi dans toutes mes dernières vidéos, je finissais tout le temps sans mettre de spray fixateur parce qu'en fait je sortais pas dans la journée où je me maquillais. Mais celui que je mets tout le temps, et vous savez déjà je pense, c'est le Skindinavia, le Bridal Spray. C'est celui-là dont je parlais dans ma dernière vidéo où je disais que j'avais un spray fixateur qui pouvait faire tenir la charpente de ma maison. Et c'est littéralement lui parce qu'il est trop bien, genre il fixe vraiment le make-up. Mais du coup voilà, c'était tout pour cette vidéo et je vous retrouve normalement la semaine prochaine pour une autre vidéo qui du coup comme je vous l'ai dit ce sera sur les réseaux sociaux, quels conseils écouter sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il faut même écouter les conseils sur les réseaux sociaux. Du coup on se retrouve la semaine prochaine et je vous fais des bisous.